Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Tech24. Dernière ligne droite pour la présidentielle américaine. Pourquoi Trump tweet-t-il plus vite que son ombre? Hillary Clinton est-elle la candidate du web? Et que retenir du bilan numérique de Barack Obama? Reportage invité et analyse Yes We Tech. C'est parti! Mais d'abord, retour sur Barack Obama. Le web l'a aidé à structurer sa campagne en 2008. Il a été son fer de lance pendant 8 ans de mandat. De Commander-in-Chief à Commander-in-Tweet, portrait d'un président geek par Nabia Makloufi, Claire Williams et Aurélien Porchet. Hyper connecté, partout, tout le temps. Omniprésent à coups de selfies ou de posts sur ses multiples profils, le président américain compte aujourd'hui plus de 20 millions d'abonnés. En 2008, alors en campagne, le candidat démocrate mise sur le numérique. Et ce sont eux, ces jeunes trentenaires très à l'aise avec le digital, qui boostent sa web stratégie. Barack Obama, c'est un mythe vivant. C'est Martin Luther King qui est devenu président. Il a fabriqué cette stature avec une communication incroyable, avec les réseaux sociaux qui montrent qu'il est dans son époque. Ça n'aurait pas été possible sans les réseaux sociaux, cette stature-là. À mon avis, il va continuer à l'entretenir encore plus. Après, il sera un peu plus seul. C'est là qu'on verra ce qu'il peut réellement produire, lui. Le président américain est aussi un adepte de gadgets et innovations en tout genre. Interdit d'iPhone pour raison de sécurité, il peut se consoler avec son Fitbit, une sorte de montre connectée pour sportifs. Dans un registre plus sérieux, le soutien du président à Nathan Copeland. Paralysé à la suite d'un accident de voiture il y a plus de 10 ans, le jeune homme avait perdu le sens du toucher. Aujourd'hui, grâce à un bras bionique, il a retrouvé cette sensation. Nathan peut faire bouger cette main grâce à son cerveau. Donc lorsqu'il me fait un check ou lorsqu'il me serre la main, c'est grâce à des signaux envoyés depuis son cerveau. Et cela avec une telle précision. L'homme le plus puissant de la planète s'octroie aussi parfois quelques distractions. En 2012, par exemple, alors qu'il reçoit de jeunes inventeurs à la Maison-Blanche, c'est ce canon à guimauve qui attire son attention. Encore plus insolite, cet échange datant de 2010 entre le président Obama et ses astronautes américains. Hello, Mr. President. You're talking to the Increment 28 crew and the crew of the Space Shuttle Atlantis. Oh, that's funny, see, because I was just dialing out for pizza, and I didn't expect to end up in space. L'occasion pour le chef d'État américain de féliciter les équipes en mission et rêver quelques minutes peut-être d'avoir lui aussi la tête dans les étoiles. Et retour en plateau avec Guillaume Gralet du magazine Le Point. Guillaume, Barack Obama, un président plus tech que jamais. Oui, un président qu'on pourrait surnommer Barack to the Future lorsqu'on voit toute l'offensive geek dont il a fait preuve. Alors, ça a été le cas sur Mars, parce qu'en 2010, il a dit « il faut pouvoir coloniser Mars avant 2030 ». C'est le cas également lorsqu'il s'interroge sur l'intelligence artificielle. Il faut lire et relire l'entretien qu'il a donné à Roy Ito, le patron du MIT Media Lab pour Wired. Et puis, il a même fait rentrer une start-up au sein de l'État. C'est l'unité 18F, une vingtaine de personnes qui devaient transformer en profondeur l'administration. L'administration Obama en mode start-up. Sauf qu'il y a aussi des relations un peu incestueuse avec la Silicon Valley. Oui, alors on a vu énormément d'allers-retours entre la Maison-Blanche et les entreprises de la Silicon Valley, Google, SpaceX par exemple. C'est un vrai geek, Barack Obama. Il adore Spider-Man, Star Trek, les ouvrages prospectifs et il est vraiment passionné. Il faut entendre Phil Larson, donc quelqu'un qui était un de ses anciens bras droits, qui a rejoint SpaceX justement et il disait son passe-temps favori, c'était de se mettre un petit peu en arrière et d'écouter des scientifiques parler. Ces 8 années de mandat, ce sera aussi l'occasion de vivre à l'ère des lanceurs d'alerte et des scandales numériques et des libertés en ligne comme ceux de la NSA révélés par Edward Snowden ou Wikileaks et Julian Assange. Là aussi, c'est un bilan en demi-teinte. Oui, alors là, c'est vraiment l'ère des écoutes. C'est sous Obama qu'a été initiée la construction d'un centre géant de la NSA dans l'Utah. On attendait également, on espérait un pardon à Edward Snowden qui a quand même levé le voile sur quelque chose d'important. Ça n'a pas eu lieu. Et puis, ça a été également le président des drones. Plus d'attaques en une année au Pakistan par des drones que lors de tout le mandat Bush. Donc, c'est un président geek sous toutes ses formes.
Allez, on continue à décortiquer cette campagne côté démocrate tout d'abord. Il a été un des bons génies numériques de Barack Obama de 2007 à 2012. Il est le fondateur de Blue State Digital, la firme des stratèges de campagne, démocrate encore une fois. Joe Rospars nous rejoint. Joe, que pensez-vous du candidat Obama devenu président du digital ? Je pense qu'il y a eu un énorme changement depuis les premiers jours de la campagne de 2008, qui avait commencé en 2007. Je me rappelle quand le premier iPhone est sorti, nous étions assis dans les quartiers généraux de campagne. Il y avait des foules qui faisaient la queue pour l'acheter. Et le premier jour où il est arrivé à la Maison-Blanche, nous n'avions pas accès à YouTube dans les bureaux. Donc on peut imaginer tout ce qui a changé dans la manière de faire campagne, mais également dans la manière de gouverner avec plus de transparence, en impliquant plus les citoyens grâce à la technologie et grâce aux données. Ça a été une transformation très excitante pendant cette ère. Est-ce que vous considérez qu'Hillary Clinton est vraiment l'héritière de Barack Obama du point de vue de sa campagne numérique ? Bien sûr, il y a beaucoup de gens, mon entreprise y compris, qui ont travaillé sur la campagne de Clinton. Les talents qui s'étaient développés pendant les deux campagnes Obama sont à chaque étage de l'organisation, avec les compétences, les techniques qui ont évolué et qui ont même été améliorées par la campagne de Clinton. Les technologies en font partie également. Au Parti démocrate, nous avons une ligne assez claire depuis 2004 sur comment nous faisons campagne, sur comment nous impliquons les gens dans le processus politique. C'est vraiment au cœur de l'approche démocrate des campagnes électorales cette dernière décennie et depuis plus longtemps encore. C'est vraiment différent de ce que font les républicains qui essaient de stopper les gens de voter, de rendre ça plus difficile. Ces dernières années, ils changent d'approche tous les 2 ou 3 ans par rapport à ces questions. La question, elle réside aussi dans l'utilisation des datas, des données des supporters. Est-ce qu'on peut dire qu'elles sont le véritable trésor de guerre des candidats ? Je pense que les campagnes sont concentrées sur comment rassembler des données, sur comment toucher le plus d'électeurs possible, d'atteindre le plus de gens possible pour les inciter à s'impliquer dans le process. Alors ces données, ces relations, car ce ne sont pas que des données dans une base où les clics ont été enregistrés, où les donations ont été enregistrées. C'est également une vraie relation humaine que vous avez avec des gens. Alors si la campagne, si le parti peut garder ça pour l'avenir, c'est un vrai bénéfice. Comme ça, tout ce qui s'est passé pendant la campagne ne disparaît pas. Maintenant, dans notre cas, dans le camp démocrate, au sein du Parti démocrate qui est derrière la campagne de Clinton, et idéalement demain avec une présidente Clinton en fonction, on va utiliser cela pour faciliter l'agenda législatif, par exemple. Dans le cas de la campagne Trump, il y a une certaine distance entre le candidat et le parti. Donc la ressource qui a été créée en termes de données et la ressource émotionnelle pour ce qui est des relations avec les supporters risque de ne pas bénéficier au parti. Cela risque de bénéficier à Trump et à ses intérêts financiers. Merci infiniment, Joe Rospars. Et maintenant, cette question... Pour qui votent les stars du web? On sait que la Silicon Valley reste majoritairement fidèle aux démocrates, mais il y a des surprises, Guillaume. Oui, majoritairement démocrate, vous l'avez dit, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, Dave McClure de 500 Startups votent tous pour Hillary Clinton, essentiellement parce qu'elle a une politique intéressante d'attraction des talents, la politique d'immigration qu'il faut réformer en profondeur. Alors, il y a quelques surprises. La première, c'est Peter Thiel. Peter Thiel qui a cofondé énormément d'entreprises, PayPal par exemple. Eh bien, lui, il soutient Trump. Alors, c'est une vraie surprise parce que, sur le fond, il est libertarien, c'est-à-dire qu'il prône moins d'intervention de l'État. Certains expliquent qu'il soutient Trump pour réformer à l'avenir en profondeur le Parti républicain. Peter Thiel qui est aussi un des actionnaires, un des premiers investisseurs de Facebook. Et justement, du côté de l'univers du réseau social, ça commence à devenir compliqué puisque même Palmer Luckey, un des fondateurs d'Oculus racheté par Facebook, lui aussi est dans un scandale, une polémique liée à des soutiens à Donald Trump. Oui, c'était assez surprenant parce qu'il est lui-même proche des libertariens et il a soutenu une société un peu secrète qui s'appelle Nimble America, qui est à l'origine de Meme, vous savez, ces petites animations anti-Clinton. En fait, c'est un entrepreneur anglais, Milo Yiannopoulos, qui est à l'origine de ce rapprochement aussi assez surprenant. Milo Yiannopoulos, il est vraiment à suivre parce qu'il est vraiment geek dans l'âme et il est très actif. Et évidemment, vous êtes sur le coup, vous le suivez, je le sais, jusqu'à cette élection. On en reparlera avec vous, Guillaume. Merci infiniment.
Alors, justement, que faut-il penser des stratégies numériques des candidats tout au long de cette campagne de 2016? Comment Donald Trump est devenu le trublion médiatique de cette campagne, une sorte de chien dans un jeu de tweets? Pour en parler, on rejoint Genève avec Philippe Motaz, journaliste amoureux des États-Unis et spécialiste des nouvelles technologies. Il est surtout le co-auteur d'un ouvrage à lire attentivement, ça s'appelle #Trump. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment expliquer justement que Donald Trump ait enflammé la machine médiatique à coups de tweets? Ça veut dire quoi? Que Donald Trump a été le véritable disrupteur de cette campagne? Indéniablement, je crois qu'il faut repartir au début, c'est pas de la technologie, c'est Trump lui-même. C'est Trump lui-même qui aborde cette campagne au moment où il décide de se lancer finalement en politique après des hésitations, des fausses alertes, etc. Se dit comment je vais faire alors que j'ai pas de parti, j'ai pas d'appareil. On l'a bien entendu, là, le Parti démocrate a accumulé du big data, et il se dit moi Trump, comment je vais faire pour tester le marché et pour ne pas engager ma fortune personnelle. Il n'a pas envie de dépenser de l'argent, il ne sait pas si ça va marcher. Il a vu que tous les candidats indépendants à la présidence avant lui ne sont pas parvenus à leur fin. Et lui, il va choisir le réseau social, et Twitter en l'occurrence, pour investir cette arène politique. Ça ne coûte rien. Et il se met donc à faire son premier test de marché, bien avant même d'avoir officiellement lancé sa campagne, en tweetant. En tweetant, évidemment, et l'ont cherché grâce aux tweets, notamment à travers la provocation, ceux et celles dont il sent le mécontentement et qui ne sont ni démocrates ni républicains. Il se crée une première base comme ça de gens qui le suivent, et au moment où il voit ses followers, il continue, il voit que ça marche en fait. Il a fait son étude de marché avec ses réseaux sociaux, ça ne lui a pas coûté $1, et il s'aperçoit que ça marche très très fort. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait avec la provocation? En fait, il utilise ça pour enflammer l'espace médiatique, et il assourdit véritablement la campagne. Les autres ne sont plus entendus. C'est très intéressant, c'est bon marché. Il utilise les technologies et leur capacité aujourd'hui d'éliter un système à un coût marginal. Vous connaissez très bien le grand titre d'un des stratèges de campagne en 2004, Joe Trippi, « La révolution ne sera pas télévisée ». Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est tweetée, facebookée, snappée? Et les tout ça à la fois. On est dans un écosystème informationnel, je vous le disais, c'est pas tweet qui va élire Trump, c'est l'utilisation de Twitter dans un écosystème informationnel beaucoup plus large, et c'est la totalité de ce système qui est désormais utilisé. Mais c'est vrai que cette campagne aujourd'hui, maintenant à ce stade, c'est un peu Mr. Tweet versus Mrs. Big Data. Hillary Clinton, dans son post-mortem de la campagne 2008, s'était dit qu'elle avait raté cette révolution-là, qui avait permis à Barack Obama de modéliser, grâce à ses big data, la campagne, et c'est ce qu'a fait aujourd'hui Hillary Clinton. Trump, lui, n'a ni les moyens de se payer ce big data. L'argent aujourd'hui des campagnes américaines va essentiellement, alors qu'il allait avant dans l'achat de blocs publicitaires à la télévision, va actuellement dans l'acquisition de big data. Trump, lui, encore une fois, mène une campagne extrêmement bon marché. Ça a coûté 4 fois moins qu'Hillary Clinton. Mais encore une fois, c'est un écosystème. À l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut, par exemple, imaginer que les réseaux sociaux vont prendre une influence supplémentaire et vont supplanter, finalement, et rendre obsolète, en fait, Big Data? Probablement non. D'ailleurs, Kellyanne Conway, la patronne de la campagne de Trump, est une spécialiste du Big Data, mais on voit que, en tout cas, les coûts pourraient très singulièrement chuter, ce qui est le propre même des technologies. Elles font chuter les coûts d'entrée un peu pour tout le monde sur le marché, y compris le marché de la politique. Merci infiniment Philippe pour toutes ces explications, et on vous lira évidemment pour #Trump ce livre qu'il faut absolument regarder de très près pour pouvoir comprendre les clés de cette élection. Vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, partout avec le #Tech24. À la fin de vos messages, restez connectés. On se retrouve très vite en plateau.